Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Macabre découverte à Redon, le corps du petit David, 14 mois disparu, 48 heures a été retrouvé dans un étang. Et dernier rebondissement, la mère de l'enfant vient d'être placée en garde à vue. À Marseille, dans l'affaire du bus incendié, l'enquête avance. Âgés de 15 à 17 ans, les 5 suspects sont ce soir devant le juge afin de déterminer le rôle de chacun. 100 000 places d'hébergement pour les SDF. Avec le retour du froid, le gouvernement a présenté aujourd'hui son plan hiver pour les plus démunis. Un an après la disparition du 12, les Français boudent les renseignements téléphoniques. Nous ferons un bilan de l'utilisation des services du 118. Après les critiques sur l'adoption d'un jeune enfant malawite, Madonna se défend, la star réagit et répond aux attaques dans une interview. Vous l'entendrez dans ce journal. Enfin, nous irons sur les traces du loup dans le parc du Mercantour. Là-bas, c'est un trappeur américain qui apporte son expérience aux agents du parc national. La ville de Redon vit donc ce soir un double choc. En milieu d'après-midi, tout d'abord, 48 heures après sa disparition, le corps sans vie du petit David, âgé de 14 mois, était retrouvé dans un étang proche de la ville. Et puis, les événements se précipitent ce soir puisqu'on vient d'apprendre que la mère de l'enfant vient d'être placée en garde à vue. Retour sur cette journée avec Romain Messi et Gabriel Camilla. Le corps a été retrouvé dans cet étang par des plongeurs à moins d'1 kilomètre du domicile familial. Les recherches ont abouti en quelques heures. L'enfant de 14 mois était enveloppé dans un drap et portait les mêmes vêtements qu'au matin de sa disparition. Il était entièrement immergé et ce sont donc nos plongeurs qui l'ont retrouvé posé sur la vase. Selon les premières constatations, le bébé n'est pas mort noyé, mais la cause du décès reste à définir. Aline Lelièvre, la jeune maman de 19 ans, est de nouveau interrogée depuis 14 heures par les gendarmes. Elle a été placée en garde à vue il y a moins d'1 heure. Accident domestique, abandon ou crime, aucune hypothèse n'est écartée, mais l'enquête se resserre. Nous en restons à une piste toute proche de la maman. Il y a des voisins, de la famille, ça veut dire quoi? Des voisins, la famille elle-même. Et elle-même. Donc il est certain que nous allons vers des auditions plus approfondies. Des indices concordants pointent ce soir la responsabilité d'Aline Lelièvre dans la mort de son enfant. C'est elle pourtant qui alertait la gendarmerie il y a 48 heures après la disparition de son fils. Hier matin, elle écartait encore tout soupçon. Les gendarmes m'ont posé plein de questions aussi, mais moi je peux pas, j'aurais pas pu faire ça. Pourquoi? Pourquoi? Je l'aime trop, c'est un garçon simple, il est pas facile. Et j'aurais pas, je l'aime trop. L'autopsie du corps de l'enfant demain matin devrait révéler la cause du décès. Elle devrait entraîner l'ouverture d'une information judiciaire. À Marseille, dans l'affaire du bus incendié, l'enquête a donc avancé aujourd'hui. Les 5 mineurs ont quitté le commissariat pour le palais de justice. Pour 4 d'entre eux, la mise en examen a été requise. Le juge d'instruction va devoir déterminer le rôle exact des uns et des autres le soir du drame. Benoît Bringer, Pascal Caron. Fin de 48 heures d'interrogatoire. Aux premières heures ce matin, les 5 mineurs interpellés mardi sont transférés en fourgon au palais de justice de Marseille. Pour 4 de ces adolescents, le parquet a requis la mise en examen pour incendie criminel ayant entraîné une mutilation. 3 d'entre eux ont admis avoir eu des gestes en relation directe avec cet incendie volontaire. Aucun d'eux n'a admis avoir répandu l'essence, ni encore moins allumé cette essence. Le 4e, dont la mise en examen a été demandée, a uniquement reconnu être présent sur les lieux de l'agression. Quant au 5e, le plus jeune, son père avait vivement crié son innocence lors de son interpellation. T'inquiète pas, mon fils, il a bien là, Il est libre et sera simplement entendu comme témoin. Selon les enquêteurs, l'agression était préméditée. C'est par mimétisme que les suspects auraient agi. Cette attaque du bus, c'était effectivement probablement pour montrer qu'ils étaient capables de faire ce qu'on faisait à Paris. Après, les conséquences dramatiques qu'il y a eu, ça bien évidemment, ils ne les avaient pas envisagées. Pour l'avocat de l'un des suspects, l'enquête a péché par précipitation. Je n'ai pas le sentiment que tous ceux qui sont là ce soir, d'abord, sont les uniques responsables, et je ne suis surtout pas sûr, je suis même sûr du contraire, que ce soit les auteurs principaux. Le juge d'instruction qui entend en ce moment même les 4 adolescents devrait prononcer leur mise en examen dans la soirée. Il sera ensuite décidé s'ils doivent être oui ou non placés en détention.
En France, toujours, le supporter de l'OM qui avait grièvement blessé à la main un pompier va passer sa première nuit en prison. Il a été placé en détention. Son procès est prévu le 7 décembre prochain. Le jeune homme de 21 ans avait reconnu hier avoir introduit et lancé un engin pyrotechnique lors du match de football Nice-Marseille. 8 jeunes ont été condamnés ce soir à des peines allant de 7 à 18 ans d'emprisonnement en appel par la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine. Ces jeunes ont été reconnus coupables d'avoir brûlé et défiguré avec un cocktail Molotov le jeune Thierry Thoméret, âgé de 35 ans, qui était vigile dans un supermarché de Nantes en 2002. Celui-ci avait dû subir 28 opérations chirurgicales à la suite de cette agression. Avec le retour du froid, le gouvernement a présenté ce matin son plan hiver 2006-2007. Ce plan s'adresse aux plus démunis qui pourront disposer désormais de 100 000 places, soit 4 600 de plus par rapport à l'hiver dernier. C'est Catherine Vautrin, la ministre déléguée à la cohésion sociale, qui a présenté ce matin ce nouveau dispositif appelé hébergement et stabilisation. L'objectif étant de ne pas simplement accorder un toit aux SDF, mais de tenter de les accompagner socialement. Parmi ces personnes en grande difficulté, certaines d'entre elles souffrent de maladies qui nécessitent une attention et des soins particuliers, des soins qu'ils peuvent retrouver dans cette halte santé située à Paris. Reportage Dominique Chingbakala et Grégory Vasseur. Des couvertures et un peu de nourriture pour se réchauffer. La Croix-Rouge a repris ses maraudes d'hiver. Cette nuit, la température est tombée à 4 degrés à Paris. Moi, je suis pas frileux, tu vois, je viens des pays froids, mais là, je te jure que ce matin, quand je me suis levé, j'avais les mains, elles faisaient comme ça. Hein. Et t'as pas des gants? Michel vit dans la rue depuis plusieurs années. Et comme chaque hiver, il craint pour sa santé. J'ai mal à une jambe. Quand il fait froid, je peux pas marcher. Ça me bloque la jambe carrément, quoi, parce que mon pied, il reste mort, étant donné qu'il a froid, mon pied. Non, mais c'est bien, le nombre de sans-abri malades augmente. Alors parfois, ils sont conduits dans un de ces centres qui hébergent ceux qui ont besoin de soins durables. Bétadine et conazole, hein. Il s'agit de lésions cutanées dues au manque d'hygiène. Ici, on trouve également des personnes séropositives, tuberculeuses ou diabétiques, comme cet homme. Des pathologies souvent aggravées par l'arrivée du froid. Et les gens n'étant pas équilibrés et les conditions extérieures étant plus dangereuses, ils feront beaucoup plus de pneumopathie, d'infections urinaires qui précipiteront au déséquilibrement de leur diabète. Hein. À Paris, il existe 210 places de halte santé, un nombre que la ministre souhaiterait doubler, car comme celui-ci, la plupart de ces centres affichent complet. À l'étranger, confirmation des informations que je vous donnais hier, les inondations en Turquie sont d'une extrême violence. Situées dans le sud-est du pays, elles touchent une région particulièrement pauvre. La nuit dernière, ce sont encore plus de 10 personnes qui ont trouvé la mort. Parmi elles, de nombreux enfants. Julia Delage. 70 ans qu'ils n'avaient pas vu cela, les habitants de la ville de Batman. Leurs trottoirs et leurs immeubles éventrés, leurs rivières transformées subitement en torrents furieux. Entre deux averses, ils sauvent quelques vêtements, un peu de nourriture, mais tout cela est bien dérisoire. La nuit dernière, plus de 10 personnes sont mortes dans ces rues inondées, portant à près de 40 le nombre de victimes depuis 5 jours. Dans la journée, l'eau s'est retirée, mais la ville est méconnaissable. Hier encore, cette femme possédait une petite ferme. Aujourd'hui, plus rien. Notre maison a été inondée. Tous nos animaux sont morts. Nous n'avons plus d'endroit où aller. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, aidez-nous. Nous avons tout perdu, il ne nous reste plus rien. Les eaux ont emporté les ponts et les routes. Ici, dans la région de Mersin, au sud du pays, le courant et les télécommunications sont coupés. Des hélicoptères de l'armée et des dizaines de soldats aident jour et nuit les équipes de secours à retrouver les victimes et évacuer la population. Et pour cela, le temps presse. De nouvelles pluies sont attendues en Turquie dans les prochains jours. Et la météo s'affole un peu partout dans le nord de l'Europe. Le cargo suédois en perdition en mer Baltique a finalement coulé. 13 des membres d'équipage ont pu être secourus. Un homme est toujours porté disparu. Et puis aux Pays-Bas, c'est la soudaine montée des eaux qui a surpris un troupeau de chevaux. Des sauveteurs se sont affairés toute la journée pour tenter de les sauver. Une vingtaine d'entre eux, pris de panique, se sont noyés. Enfin, la neige a fait son apparition avec un peu d'avance en Allemagne. La vague de froid a surpris les automobilistes, créant de nombreux accidents. La circulation a été perturbée plusieurs heures. C'est le sud du pays, la Bavière notamment, qui a été touché.
Il y a tout juste un an, le 12, le chiffre unique des renseignements, disparaissait après des années de bons et loyaux services. La concurrence, vous vous en souvenez, s'est installée avec le 118 et ses déclinaisons. Eh bien, apparemment, la libéralisation du système a eu pour effet une baisse des demandes de renseignements téléphoniques par les Français. Principal bénéficiaire, Internet. Le point avec François Benonnet et Bruno Vignier. Ils étaient prêts à toutes les excentricités pour se faire de la pub. À l'époque, l'un des numéros de renseignement n'avait pas hésité à sponsoriser le village de 12 dans le Cantal pour qu'il prenne son nom. Et nous avons décidé de donner un nouveau nom à notre village. Aujourd'hui, l'ambiance n'est plus au flonflon. Par rapport à l'ancien 12, les appels vers les 118 ont chuté de près de 30%. Chez celui qui a pris la place de numéro 1, au prix d'investissements publicitaires colossaux et avec des personnages décalés, on se veut rassurant. Cette baisse est inférieure à celle qu'on a observée sur d'autres pays européens, comme l'Angleterre, qui a connu les mêmes changements il y a quelques années. Quoi qu'il en soit, sur les 26 numéros d'il y a un an, il n'y en a plus que 22 qui fonctionnent, dont 4 qui ont remporté la bataille. Le 118-218, donc le 118-712 d'Orange, et au coude à coude, le 118 000 et le 118-008. Non, avec le 12, c'était très bien. J'oublie toujours les numéros. Les renseignements à première vue ne sont pas très exacts, donc je ne fais pas, on fait Internet. Et les renseignements par Internet sont effectivement les grands gagnants depuis un an. En septembre, nous avons eu 65 millions de visites. C'est à peu près 4 fois ce qu'ont eu en matière de trafic la totalité des 118 en France. Pour regagner du terrain, les 118 vont reprendre leur publicité, mais elles seront un peu plus discrètes. Mondialisation mode d'emploi avec l'exemple d'un déguisement de princesse pour petite fille qui traverse le monde avant sa confection finale. Ainsi, à chaque pièce, on retrouve une origine différente. Le fil vient d'Inde, le tissu de Chine, le tout est cousu à Madagascar et la fin de l'histoire se déroule en France. Yvan Martinet, Vivien Roussel. Face au Stade de France, un autre champion du monde, de déguisement cette fois. Donc nous fabriquons des costumes pour adultes, bien entendu pour carnaval, les costumes pour les tout petits, moins de 2 ans, pour les garçons le chat botté ou Spider-Man, le costume du super-héros le mieux vendu, et enfin pour les petites filles, celui de la princesse Barbie. Une tenue de princesse, grâce à laquelle son entreprise est devenue la reine des carnavals. Il vend 500 000 robes comme celle-ci chaque année. Tarif 40 €, coût 10 € seulement. Pour obtenir de tels prix, il a tout simplement délocalisé. À Madagascar, dans notre propre usine. Une panoplie comme celle-ci, c'est environ 1 heure de main-d'œuvre. Le prix de la main-d'œuvre à Madagascar, c'est 10 à 15 fois moins cher qu'en France. Une couturière à Madagascar, c'est 24 centimes d'euros par heure. Imbattable face à une française qui coûte, elle, 10,20 €. Mais pour produire moins cher encore, là n'est pas son seul secret. Avant d'être assemblée à Madagascar, la robe princesse a beaucoup voyagé. Soyez attentifs, c'est parti. Le fil vient d'Inde, les bustiers, eux, proviennent de Chine, les tissus de Hong Kong. Les robes assemblées repartent alors en France. Les accessoires sont directement expédiés de Chine vers la France. Les cartons viennent d'Espagne, les présentoirs, eux, de Belgique. Alors à Saumur, où sont conditionnées les robes, on s'y perd un peu. C'est du Made in France, c'est quoi? Je peux vous dire des fois, je sais pas, en fait, on le met en Made in. Coupé? Il y a 30 ans, cette entreprise employait 300 personnes à Saumur. Aujourd'hui, elle compte 1400 salariés, dont une soixantaine seulement en France. Politique, Michèle Alliot-Marie ne change pas de cap et maintient qu'elle n'exclut rien. La ministre de la Défense avance depuis maintenant plusieurs mois ses idées. On ignore si elle entend se présenter à l'élection présidentielle, mais l'ambiguïté est là. Elle a créé une association, le Chêne, réaffirme son appartenance à l'UMP, mais entend faire entendre sa différence. Et désormais pour cela, elle dispose d'un blog. Reportage Arnaud Boutet, Éric Delagneau. À grandes enjambées, Michèle Alliot-Marie fait un pas de plus vers la candidature. Paris, 7e arrondissement, un couloir et au 6e étage, le Chêne. Une référence gaulienne pour ce qui ressemble à un local de campagne. Vous allez bien? Oui. Elle semble prête pour la présidentielle. La cafetière marche? Oui, mais bon, c'est quand même... Pas du tout. Officiellement, elle reste une candidate virtuelle. J'ai un certain nombre d'idées qui visiblement rassemblent pas mal de personnes autour de moi. Pour l'instant, c'est cela qui m'intéresse. C'est de développer ces idées, de mieux les faire connaître. Pour le reste, nous verrons plus tard. Pas candidate, et pourtant elle ne cesse d'évoquer en France ou à l'étranger sa vision du pays, et elle prédit même des surprises. Les sondages
du mois d'octobre ne sont pas forcément les résultats du mois de mai. Michèle Alliot-Marie doit être entendue dans l'affaire Clearstream, mais rêve de combat politique, puisqu'elle se dit la seule à pouvoir battre Ségolène Royal. Elle se place en recours si à droite, le favori trébuche. Les amis de Nicolas Sarkozy répondent que la division est un risque d'échec. Tout ce qui pourrait être simplement quelques pierres dans le jardin des autres, simplement pour essayer de faire perdre ceux qui ont la chance d'être aujourd'hui portés par les sondages, serait une mauvaise chose pour notre famille politique. C'est pourtant l'UMP qui finance en partie le chêne de Michèle Alliot-Marie. Eh bien, merci d'abord à Bernard pour son intervention et pour sa question. Ce soir, la non-candidate organisait un dialogue sur Internet, comme le font aujourd'hui tous les candidats avant la bataille. On appelle cela en Italie la guerre des clans. 12 morts en 10 jours. À Naples, les assassinats se multiplient et la capitale de la Camorra est en ébullition. La Camorra, c'est la mafia locale et apparemment, en ce moment, l'époque est au règlement de compte. Sur place, la police enquête, mais la population, elle, s'inquiète et le Premier ministre, Romano Prodi, a fait le déplacement aujourd'hui. Gérard Grisbeck, Karine Guillaume. Ils sont toujours deux sur la moto, à la recherche d'une proie. D'ailleurs, on les appelle Ifalchi, les faucons. Ce sont des policiers en civil qui chassent les délinquants. Et dans ce quartier sanitaire, les agressions sont fréquentes. Une personne a même été assassinée ici, il y a quelques jours. Deuxième contrôle, la police sait que beaucoup de ces jeunes motards font du trafic de drogue. Mais les policiers patrouillent aussi en voiture. Le but est de quadriller le quartier qui est un des fiefs de la mafia, à 2 pas du centre-ville. C'est normal, ça fait tant d'années que ça se passe comme ça. Le crime organisé a toujours existé à Naples. Ici, 1 jeune sur 2 est au chômage. La mafia est devenue le premier employeur du quartier. Elle organise tous les trafics, du vol à la tire à la vente de cocaïne. Résultat, les clans mafieux se font la guerre pour s'emparer du marché de la drogue. Il y a eu 7 morts en 5 jours. Ce matin encore, un homme a été poignardé et ce soir, un autre a été victime d'un règlement de compte. Face à un tel drame, le chef du gouvernement, Romano Prodi, est venu à Naples cet après-midi pour annoncer un plan de lutte contre la mafia. Romano Prodi est venu à Naples pour rassurer les autorités locales. Il y aura un renforcement des forces de sécurité. Mais chacun comprend bien que la lutte contre la mafia passe d'abord par le développement économique de la région. À l'étranger, Madonna sort de l'ombre. Cette fois, la chanteuse a choisi de ne plus se cacher, mais de réagir. La pop star est depuis quelques semaines au cœur d'une polémique autour de l'adoption d'un jeune enfant au Malawi. On a très vite parlé de passe-droit. La réaction du père de l'enfant avait troublé l'opinion publique. Madonna se défend. Elle répond aux attaques dans une interview. Retour sur l'affaire avec Stéphane Bretner. David, 13 mois, est arrivé à Londres comme une star, caché sous un vêtement, entouré de policiers, traqué par la presse. Encore une fois, disait-on, une vedette richissime, Madonna en l'occurrence, venait de suivre la mode de l'adoption d'un enfant miséreux. Depuis, la chanteuse est sous le feu des critiques en Angleterre, mais également au Malawi où l'enfant est né. Madonna est allée le chercher dans l'un des orphelinats qu'elle finance il y a 3 semaines. À l'époque, le père de David disait l'avoir abandonné. Maintenant, il parle d'enlèvement. Alors hier, la star a choisi 2 télévisions pour se défendre. Dès qu'on l'a laissé à l'orphelinat, on m'a dit qu'aucun membre de sa famille ne lui avait rendu visite. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à David. Si quelqu'un m'avait dit son père vient le voir toutes les semaines ou sa grand-mère lui rend visite régulièrement et s'en occupe bien, je n'aurais plus pensé à lui. Certains parlent de passe-droit dont aurait bénéficié Madonna. Pour adopter, un étranger doit séjourner au moins 1 an et demi au Malawi. La chanteuse n'y est restée que 8 jours. Malgré cela, elle a obtenu la garde de l'enfant pour 18 mois. J'ai dit à son père que je serais heureuse de ramener David dans son village, que j'étais prête à l'aider financièrement pour son éducation, mais il m'a dit non. L'affaire a pris une tournure judiciaire. Au Malawi, des associations humanitaires ont déposé un recours pour annuler la procédure d'adoption. Jugement le 17 novembre. C'est une tenue qui fait débat en Grande-Bretagne. Ainsi, les patientes musulmanes hospitalisées pourront porter désormais une burqa chirurgicale. La burqa est un vêtement qui les recouvre entièrement de la tête aux pieds. Une tenue testée dans le nord du pays est destinée à satisfaire certaines demandes. Mais cette tenue est-elle, oui ou non, compatible avec les soins? Élément de réponse avec Maryse Burgot et Dominique Marotel. Pas question de filmer les patientes dans cet hôpital public. Une infirmière musulmane accepte donc d'essayer pour nous la nouvelle tenue proposée ici à tous les malades qui le désirent.
C'est important que toutes les femmes qui viennent dans notre hôpital se sentent à l'aise, qu'elles puissent se couvrir d'une manière qui leur semble acceptable. La burqa serait donc compatible avec les soins. Ce médecin ne trouve aucun inconvénient à ne jamais voir le visage de ses patients. C'est une façon de rassurer le patient. Cela permet un meilleur séjour, de meilleurs soins. Moi, en tant que médecin, je ne vois pas où est le problème. Cette femme est la responsable des uniformes pour tous les hôpitaux britanniques. Cette burqa est son idée. Une initiative qui visiblement ne pose aucun problème au personnel non musulman de l'établissement. Chacun doit pouvoir vivre selon sa culture. Cet hôpital du Lancashire est situé dans un comté où vivent 20% de musulmans. Cette communauté n'a évidemment pas apprécié le renvoi récent d'une institutrice parce qu'elle portait le voile intégral. Paradoxalement, la tenue proposée par l'hôpital n'a suscité aucun débat. Cette initiative montre que le multiculturalisme à l'anglaise reste ici la règle. Pas question de froisser les libertés culturelles et religieuses, et ce, malgré la polémique récente sur le port du voile intégral. Aux États-Unis, la campagne pour les élections parlementaires bat son plein et les enquêtes d'opinion ne font que confirmer une chose. George Bush apparaît comme un leader de campagne encombrant, un président de plus en plus impopulaire que les candidats républicains associent de moins en moins à leur discours sur le terrain. Exemple dans l'État du Maryland, reportage sur place, Claude Sampère et Steve Harper. Voici Michael Steele, un candidat républicain pour le Sénat dans l'État du Maryland, juste au nord de Washington. À l'image de la plupart des candidats républicains depuis le début de la campagne, il ne s'est jamais montré aux côtés du président Bush. À la télévision, son adversaire démocrate diffuse en permanence des petits films comme celui-ci. Michael Steele a toujours travaillé pour George Bush. Le président lui en est reconnaissant. Michael Steele, bon pour le président, mauvais pour le Maryland. La guerre en Irak et l'impopularité du président pèsent sur les chances de tous les républicains. La plupart des candidats cherchent donc à éviter Bush, ce que Michael Steele avoue à demi-mot. Je ne sais pas si le président Bush peut m'aider ou me faire du tort. La seule personne qui peut vraiment faire quelque chose, c'est moi. C'est moi qui compte dans cette campagne. Côté démocrate, le moral est au beau fixe. Jour après jour, ils essaient de transformer ces élections parlementaires en véritable référendum contre le président et sa politique en Irak. L'opposant direct de Michael Steele l'attaque donc en permanence sur ses liens avec le président. Et côté militant, on partage les mêmes sentiments. Michael Steele ne veut pas que le grand public sache qu'il est républicain, qu'il est sur la même ligne que Bush. Il essaye de tromper les électeurs. Selon les tout derniers sondages, la bataille s'annonce très rude pour le Parti républicain. Empêtré dans les scandales, affaibli par la guerre en Irak, les candidats du Parti républicain essayent maintenant de prendre le maximum de distance avec le président Bush pour tenter de sauver leur poste. Une nouvelle provocation iranienne. Téhéran a lancé aujourd'hui de grandes manœuvres militaires avec des tirs de missiles capables d'avoir une portée de 2000 km. Voilà en tout cas un dossier pour le futur secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon, retenez bien son nom, c'est lui qui, le 1er janvier prochain, remplacera Kofi Annan. Ban Ki-moon qui est à Paris et qui nous a accordé un entretien exclusif. L'Iran, la Corée du Nord, ses projets, ses ambitions, propos recueillis par Gilles Rabin et Franck Brisset. Bonjour. Pour le grand public, cet homme est encore un inconnu. Et pourtant, il vient d'entrer dans un club très fermé, qui n'a compté que 8 membres en 60 ans, celui des secrétaires généraux des Nations Unies. Le diplomate sud-coréen Ban Ki-moon a été désigné par acclamation. La voix de la France a failli se faire désirer, car il ne pratique pas très bien notre langue. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude pour le soutien et les encouragements, non seulement de la France, mais aussi de tous les pays francophones. Le premier dossier délicat qu'il aura à traiter, il le connaît bien, c'est celui de la Corée du Nord, qui a fait exploser sa première bombe nucléaire quelques heures avant sa désignation à la tête des Nations Unies. Et M. Ban Ki-moon nous annonce une première décision. Je prendrai mes propres initiatives et la première sera de nommer un envoyé spécial du secrétaire général qui me rendra compte directement et qui traitera non seulement des questions nucléaires mais aussi de toutes les questions concernant la Corée du Nord.
who will report to me directly. Le nouveau secrétaire général laisse entendre qu'il prendra d'autres initiatives sur d'autres dossiers. Le bras de fer avec l'Iran, qui a lancé depuis ce matin comme un défi de grandes manœuvres militaires. Le Liban, bien sûr, dont il parlera demain avec le président français Jacques Chirac. La guerre civile du Darfour au Soudan, qui refuse toujours toute intervention de l'ONU. Il devra enfin améliorer les relations toujours difficiles des Nations Unies avec les États-Unis d'Amérique, avec lesquels il a longtemps travaillé. Mon expérience personnelle des États-Unis pendant ces 20 dernières années sera, j'en suis sûr, un atout précieux dans mes fonctions de secrétaire général, surtout pour réussir la réforme des Nations Unies. Ban Ki-moon compte de nombreux amis dans l'administration Bush, trop pour certains pays membres de l'ONU. Car pour les États-Unis, un bon secrétaire général doit être plus secrétaire que général. Elle est grande, brune, serviable et enjouée. C'est un robot. Un laboratoire japonais a présenté aujourd'hui cette étonnante créature capable de battre des cils et de respirer. Elle réagit quand on la touche. Bref, c'est étonnant de réalisme. Alors fascinant ou inquiétant, Nicolas Châteauneuf. Elle est déjà célèbre et a ses admirateurs. Le problème, c'est que ni sa bouche, ni sa peau, ni ses doigts ne sont humains. Ils sont en silicone. Ripley Q1, c'est son nom poétique, est un androïde d'un nouveau genre. Ses concepteurs japonais ont poussé la ressemblance avec les humains aussi loin que possible. D'ailleurs, c'est elle-même qui l'explique. Je pense qu'en étant plus humaine d'apparence, je peux mieux communiquer avec les humains, mieux qu'un robot métallique en tout cas. Bon, c'est sûr, il y a encore quelques efforts à faire. Les mouvements manquent un peu naturels, mais attention, grâce à ces capteurs, il suffit qu'on touche à notre androïde pour qu'elle réagisse. Ce type de robot est capable de reproduire nos mouvements inconscients, comme la respiration ou les clignements de paupières. C'est ce qui les rend si réalistes. Pas encore humaine, mais déjà mère. Ripley Q1 a déjà une petite fille de 5 ans. Pas très vive, certes, mais à cette vitesse, il faudra bientôt vous demander si votre voisin de bureau n'est finalement pas un androïde. Au Japon, toujours avec cette information étonnante vue d'ici, les ours sont de plus en plus nombreux dans les zones résidentielles. Bilan depuis le mois d'avril, 120 personnes ont été attaquées et 5 ont été tuées. En attendant la période d'hibernation, le gouvernement va lancer une enquête pour comprendre pourquoi les ours délaissent les forêts pour faire leur apparition dans les villes. Il est trappeur, il est américain et il tente de mettre la main sur le loup du Mercantour. Carter Niemeyer, c'est son nom, est venu apporter son expérience aux agents du Parc national français. Comment retrouver la trace de l'animal, comment le capturer sans le blesser? Vous allez le voir, les méthodes européennes et américaines sont différentes. Mais avant tout, le temps presse car l'hiver arrive. Nathalie Jourdan, Virgile Yadot. Cela fait plus de 30 ans qu'il crie au loup. Ce géant de 2 mètres en a déjà capturé des centaines dans son pays. Alors, quand le trappeur américain décide de partager son savoir, les agents du parc du Mercantour font silence. Le loup va se coincer la patte dans le piège et quand il va se débattre, le piège va s'ouvrir. Et c'est là que sa patte va se prendre dans le lacet. Un lacet parce que les pièges à mâchoire, ceux que Carter Niemeyer utilise dans l'Ouest américain, sont interdits en Europe. Le problème, c'est d'attraper dans le but de relâcher l'animal. Alors, il faut attraper l'animal en lui causant le moins de dommages possible. Il y a déjà le stress de la capture, qui est déjà un dommage véritable. Le but est de respecter au maximum l'intégrité physique de l'animal. Après la capture, il faudra munir le loup d'un collier émetteur. Objectif, comprendre l'interaction entre le loup et les ongulés sauvages du parc, notamment les chamois, déjà équipés d'un dispositif de localisation. Seulement voilà, pour l'instant, Carter Niemeyer n'a piégé que des renards. Ces appâts aux glandes anales de coyotes attirent les loups américains, mais dans le Mercantour, le Canis lupus fait la fine gueule. Si vous êtes médecin, le patient vient à vous. Quand vous êtes peintre en bâtiment, le mur reste immobile. Mais quand vous êtes un trappeur, l'animal que vous poursuivez n'est pas volontaire. Et donc, le trappeur ne peut réussir que s'il s'approche du loup. Un terrain escarpé, hostile, un loup méconnu et invisible, le trappeur n'a pas fait de miracle. Les agents du parc prendront bientôt sa relève, la chance devra vite tourner. L'autorisation de capture délivrée par le ministère de l'écologie expire en avril.
Les vacances avec un bon bilan touristique en perspective pour la Toussaint. Le soleil et la douceur ont dopé les réservations de dernière minute. Sur l'île de Léron, les touristes sont au rendez-vous. Les restaurateurs et les propriétaires de gîtes ont le sourire. Reportage Anne Guillet, Fabien Tormous. L'île de Léron sous le soleil, une arrière-saison exceptionnelle qui remplit les chambres d'hôtes. Souvent, des réservations de dernière minute. Il faisait très très beau, on vient du Limousin. Et donc on s'était dit, comme il fait si beau, ça serait sympa d'aller 3 jours à la mer. Les grands gagnants de ces vacances de la Toussaint, les cafetiers et les restaurateurs. Dans cet établissement, on fait 200 couverts par jour, 3 fois moins qu'au mois d'août, mais l'affaire reste rentable. L'année dernière, nous étions fermés. Donc cette année, on fait un essai pour voir si... L'année dernière, il y avait du monde, donc cette année, on prolonge les vacances, on prolonge jusqu'au 5, pour voir si c'est concluant ou pas, quoi. Et alors ? Pour l'instant, c'est concluant. Les autres gagnants, ce sont les vacanciers. Cette famille a trouvé une location pour 250 € la semaine. Au titre de comparaison, en fait, une semaine l'été, de mémoire, c'est de l'ordre de 600 à 700. Et quand à 4, ça commence à... Enfin, ça pèse un petit peu. Vous préparez un bateau avec un riz pour l'un de vous deux, et l'autre naviguera avec David. Si certains restent ouverts, c'est aussi pour satisfaire les habitués qui viennent le reste de l'année. On n'a pas les charges de personnel qu'on a l'été. Du coup, on a quand même un public qui est là. On a également donc des gens qui tournent en permis bateau, etc. Donc, c'est pas là où on va faire notre recette, mais disons qu'on ne perd pas d'argent. Au fil des années, des vacances fragmentées, des 35 heures, la Toussaint est devenue un vrai rendez-vous pour les professionnels. Avec tout de même une incertitude de taille, la météo. Sport avec la route du Rhum, Lionel Lemonchois sur multicoque et Jean-Pierre Dix sur monocoque sont toujours en tête de la course. Une course qui bat d'ailleurs des records de vitesse et qui est plutôt épargnée cette année par la casse. Christophe Duchiron. Depuis le départ en multicoque, combien sont-ils ceux qui ont ménagé leur monture ou leur voilure? Pas nombreux, et ça n'a pas empêché les autres d'aller vite et loin. À ce jour pourtant, nulle casse mécanique à déplorer, malgré les cadences infernales et les excès de vitesse. Le trimaran le plus récent a 2 ans d'âge, les autres ont déjà couru la route du Rhum il y a 4 ans. Ils sont donc fiabilisés. C'est qu'en course océanique, la jeunesse d'un bateau le rend fragile. Surtout quand la météo est aussi impitoyable qu'il y a 4 ans. Souvenons-nous que 18 trimarans étaient au départ, 3 seulement à l'arrivée. Et rappelons à toutes fins utiles que la voile est un sport mécanique. On fait nos tests grandeur nature en situation de course. Et donc forcément, quand on casse, c'est en course. C'est fâcheux, ça empoisonne tout le monde. Ça fait pas plaisir. Quand c'est la faute à pas de chance, ça peut casser. Ce matin, le trimaran de Stèvres-Avussin a percuté un conteneur en pleine mer. Du coup, il fait route au ralenti vers les Açores pour essayer de réparer. En monocoque, le lendemain du départ, le mât de Vincent Rioux s'est brisé en 3 morceaux dans des conditions assez tranquilles. C'était l'un des bateaux les plus neufs de la course. Zéro explication, donc voilà, on va essayer de comprendre. Aujourd'hui, je pense qu'on en est là, essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Enfin aujourd'hui, Didier Levillain, à bord d'un monocoque déjà ancien, a déclenché sa balise de détresse en raison d'une avarie de voie d'eau. On apprenait que la marine espagnole l'avait récupéré en fin d'après-midi, sain et sauf. Tennis, et il n'y a plus de Français au tournoi de Bercy. Julien Beneteau et Paul-Henri Mathieu ont été tous deux éliminés en 8e de finale. Quant à Richard Gasquet, il a déclaré forfait en raison d'une blessure à la cuisse. Marat Safin est du coup directement qualifié pour les quarts de finale. Football, ça passe pour Lyon, ça coince pour Lille. Lyon a obtenu hier soir sa qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions. Victoire 1-0 face au Dynamo de Kiev, but de Karim Benzema. Lille, en revanche, s'est incliné sur le même score à Athènes, le LOSC qui conserve toutes ses chances de qualification. A noter que cette soirée a été marquée par un but assez incroyable qui a offert la victoire au Real de Madrid, et c'est un but contre son camp du milieu du Steaua Bucarest, Banel Nicolita. Celui-ci n'a pas vu que son gardien n'était pas dans ses buts. Un vrai moment de solitude pour le joueur. Poser un autre regard sur la banlieue, c'est l'objectif de l'exposition qui se tient à Clichy-sous-Bois. 12 grands photographes ont pris le temps d'aller à la rencontre des habitants qui ont joué le jeu et qui se découvrent amusés. Star d'un jour, Marie-Hélène Bonneau, Rémi Poissonnier. Des photos sur les murs de la ville pour raconter une autre banlieue. 12 grands photographes ont posé leur regard sur Clichy. Il y a plein de poésie à Clichy-sous-Bois, et ça, personne ne le voit, personne ne le sait, personne n'en parle.
La poésie, pas toujours évidente au premier coup d'œil. Pourtant, Clichy, c'est aussi ça. Il y a une bonne ambiance. Quand c'est calme, c'est vraiment calme. Tout le monde est dans son territoire. On s'entend bien. Eux ont accepté de poser pour Jacques Grison. Ils découvrent la photo. Elle est magnifique, elle est trop bien. Comment elle est trop bien faite. C'était dans ma cité, oui, la forestière. Et comment vous avez réagi quand Jacques vous a demandé de faire des photos? Je l'ai bien pris, j'ai fait pourquoi pas. On peut toujours essayer. Alors, ça valait le coup de mettre une journée pour se préparer, hein? Ouais, ça valait le coup, c'est vrai. Quand on a la chance de pouvoir être accueilli par les familles, on découvre des gens qui sont très différents de l'extérieur. C'est-à-dire l'extérieur génère la peur. Et dès lors qu'on est à l'intérieur, on est accueilli avec une chaleur, avec une dimension humaine qu'on ne soupçonnait pas. Autre grand nom de la photo, Marc Ribou. Lui a été surpris par la diversité des origines des habitants de cette ville. Moi, je peux vous dire que je crois que la solution de beaucoup de problèmes du monde, c'est le métissage. Il devrait y avoir un métissage général, pas seulement ethnique, mais de culture. À l'extérieur, ce sont les jeunes de Clichy qui affichent leurs photos. C'est vrai qu'il y a eu une crise, quoi. Donc c'est un peu représentatif de la crise, malgré qu'on monte des photos où les gens ils s'amusent. Dernier arrêt sur image, Clichy-sous-Bois vu du ciel avec Artus Bertrand. Quand on prend de la hauteur, la couleur qui domine n'est plus le gris des cités, mais le vert des forêts. Enfin, la disparition d'un génie de la littérature américaine, William Styron. Le romancier avait notamment connu un succès international avec Le choix de Sophie et Les confessions de Nat Turner. William Styron avait 81 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Laurent Romeshko, 20h50, envoyé spécial, présenté par Françoise Joly et Guylaine Chenu. Belle soirée à vous. Demain à 20h, vous retrouvez Béatrice Schoenberg.